À tout le monde est un morceau de Euthanasia, album sorti en 1994 et qui est pour moi un disque remarquable de ce qu'on appelle le thrash tardif. On parlait de Megadeth, cet album a l'air simple, mais il ne l'est pas du tout. C'est une apparente simplicité. Je l'ai redécouvert en 2021 et chemin faisant, il s'avère que depuis un mois, je suis obsédé par ce Spheres. Bonjour à vous, ici Mom. Vous l'avez vu en introduction, rien ne sert de fuir ou d'être aigri par le titre de la vidéo. Il est justement à propos pour, une nouvelle fois, parler de musique avec précision tout en présentant des albums que j'aime énormément. Toutefois, il est de bon ton dans le milieu métal de s'épandre en éloges et en qualificatifs dithyrambiques pour parler de cette musique qui nous anime tout en étant très critique sur les autres genres musicaux. Par exemple, j'ai pu avoir une discussion à propos de The Prodigy et de savoir si ça avait sa place dans un festival métal. Derrière était posée la question de c'est quoi le métal? Des instruments? Ou un son? Ou bien une manière de composer? Vous pouvez débattre en commentaire d'ailleurs. Moi, j'apporterai mes éléments de réponse plus tard dans la vidéo. Mais cette question initiale m'a conduit à réfléchir à cette vidéo que vous voyez actuellement. Si The Prodigy essuie certaines critiques, c'est parce qu'il y a dans le milieu métal des attentes particulières véhiculées par l'idée que l'on se fait du rock. Attentes elles-mêmes brouillées et déformées par des décennies de fantasmes sur ce genre musical. Oh putain de merde, l'autre progu il va parler de métal, il va même pas savoir de quoi il parle. Alors je t'arrête tout de suite mon gars, parce que moi je vais être là pour te rectifier dans les règles de l'art. Salut les vrais métalleux, bienvenue dans Gros Fervo TV, la télé, la radio, le média qui te parle de true metal. Parce qu'il est mignon notre môme, à causer passion et plaisir. Monsieur, j'aime le tech et le prog, alors je peux tout comprendre de la vie parce que moi, je reste dans ma maison à me gaver de disques. Il passe à côté de la vérité. Moi, j'ai la vraie expérience du métal authentique et pas galvaudé, alors préparez-vous. Je vais moi aussi donner mon expertise, et ça fera bien son affaire. Eh bien remercions Gros Fervo TV pour son invitation pas demandée, mais qui sera bienvenue car, avec des exemples précis, nous allons justement montrer que le métal, outre ses qualités, contient également une base pas si géniale que ça, et on verra que ce sont justement ces défauts qui peuvent créer l'appétence, l'envie d'en chercher davantage. Et avant d'aller plus loin, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, le commentaire, le partage, le like et surtout l'abonnement. Tout ça, c'est ce qui me permet de me soutenir. Et puis vous pouvez aussi aller voir sur le lien en description ma boutique The Book Edition où se trouve Les Litanies de l'Acier, mon dernier roman Heroic Fantasy. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, pour commencer, faut bien comprendre que le métal, c'est une affaire de musiciens talentueux et de génie. Ils sont pas gâtés par le Star System, ils jouent de la musique par passion et ils sont exigeants avec leur art. T'as qu'à écouter du Pantera pour t'en rendre compte. Cowboys from Hell, ça c'est de la tuerie bien pensée. Même Cemetery Gates, moi, les balades, ça me fait chier. Mais perso, si je pouvais pleurer, crois-moi que je chialerais, mais moi je pleure pas, hein. Je pogote dans le pit. J'ai raison, j'ai pas raison. Ah, mais si on commence à parler du mythe du classique instantané, on a là quelques éléments à dégrossir. Si pour beaucoup, les grands tubes du métal semblent aller de soi, c'est qu'ils se présentent, dans ce cas, deux biais qui nous font tordre le réel. Déjà, le biais de sélection. J'en ai déjà parlé dans un précédent PGCD, mais l'histoire a fait son œuvre de porter en triomphe des sorties aujourd'hui devenues grands classiques. Et si on ne reste que sur ces classiques, on aura tendance à croire que c'est la norme, et que tout ce qui est inférieur n'existe simplement pas, car cet inférieur ne sera jamais représenté. Il est tout à fait possible de ne s'écouter que les tubes de Metallica, Slayer, Machine Head, Pantera ou Megadeth, sans jamais tomber sur une seule bouse. Ce qui nous donnera l'impression qu'à une époque, on savait créer des tubes, et que ce savoir a été galvaudé, même perdu. Ce qui est faux, évidemment, c'est juste que, actuellement, le tri n'est pas encore fait. Et même, ce tri est questionnable, puisque l'histoire n'a par exemple pas retenu certains albums qui sont devenus, avec le temps, des pépites cachées, comme le Twisted Into Form de Forbidden, parce qu'il est moins direct qu'un Exodus au Testament. Et encore, je parle de Exodus et Testament, qui sont eux aussi considérés comme Ligue 2 par rapport au Big Four. Donc on voit que le biais comme ça de sélection,
il va complètement tordre le réel. Et notamment parce que Exodus et Testament ont pu être oubliés, alors qu'il y a beaucoup de gens pour les défendre. Alors qu'ils ne sont pas des grands classiques au sens premier du terme. Mais ils sont quand même riches de qualité. Deuxième biais, c'est celui de ne voir que le résultat et d'omettre tout le processus artistique qu'il y a eu dans la composition de ces classiques. Je parlais de Megadeth à l'instant, et c'est justement à l'écoute de la démo de À tout le monde que j'ai eu en partie l'idée de cette vidéo. À tout le monde est un morceau de Euthanasia, album sorti en 1994 et qui est pour moi un disque remarquable de ce qu'on appelle le thrash tardif. Comprenez, le thrash du début des années 90 qui n'a pas succombé à l'attrait du groove metal mid-tempo. On reste thrash, mais avec un recul qui permet une production plus grave et une plus grande charge émotive. Et je dirais que And Justice for All notamment a pu montrer cette facette du thrash tardif. On peut aussi citer Forbidden, Depressive Age, Cyclone Temple, Intruder et aussi le groupe Ethan. À tout le monde a tout du morceau que les trous métalleux trouvent insupportable car trop facile, trop cheesy. En gros, ça a été fait pour être comme The Unforgiven ou Nothing Else Matters. C'est la fameuse balade pour passer à la radio. Et cette critique n'est pas déconnée puisque Euthanasia, c'était un petit peu le projet de Dave Mustaine de faire le Black Album de Megadeth. C'est une amorce qui a déjà été faite pour Countdown to Extinction. Et ça, justement, je vous mets en description, peut-être même en fiche aussi, une vidéo qui parle du processus de composition de Euthanasia et où justement il y a une interview de Dave Mustaine qui affirme qu'il voulait faire son propre Black Album. Donc, quand on parle ici de À tout le monde, on ne voit que le résultat sans s'apercevoir de tout le processus derrière, et la démo de ce morceau le montre bien. Dans la démo, les placements vocaux sont très différents du résultat final. On pourrait même dire que c'est très maladroit. Les paroles ne sont pas encore bien fixées, et l'instru, honnêtement, dans la démo, c'est cracra. Contrairement à ce qu'on croit, composer un morceau aussi facile qu'il soit exige du temps, des efforts, et j'ai envie de dire, plus tu vises la simplicité entre guillemets, ou l'efficacité, plus tu te dois de ne commettre aucune erreur. C'est le même principe que dans une compétition de cuisine. Si tu fais un plat basique, il se doit d'être parfait. Mais ça, on y reviendra. Non mais c'est bien mignon tout ce qu'il dit l'autre con, mais il parle de musiciens qui ont pris leur instrument pour jouer pour de vrai. Et ça, dis-moi, c'est métal. Des icônes qui s'arrachent dans le garage pour aller en studio, enregistrer sur bande et proposer du vrai son qui tâche. Parce qu'il parle là de tube radio, mais au moins, dans les années 80, le glam, c'était des putains de rockers comme nous. Pas comme aujourd'hui là, où c'est que de la synthèse et de l'électro. Heureusement qu'on n'a pas ça dans le métal, parce que nous, t'as plutôt intérêt de savoir jouer sur scène, sinon, pied-bouche, conséquence. Quand je disais que les prises de parole de Gros Fervo TV pouvaient être bienvenues, et oui, un vrai débat peut être aperçu dans ces propos qui posent une réelle question sur l'identité même du rock et de la façon dont cette identité est employée, digérée et réinvestie selon les divers courants artistiques. Dans le milieu rock et metal, il est attendu qu'un album doit donner une prestation live. Le concert, c'est un peu l'épreuve du feu. C'est là qu'on peut voir si le groupe sait jouer ce qu'il a proposé sur un disque. Mais est-ce que c'est là le circuit attendu ? Après tout, l'histoire littéraire a bel et bien montré que le théâtre, par exemple, peut s'affranchir de l'objectif d'une représentation. On va ainsi parler du Soulier de satin, une pièce de théâtre écrite par Paul Claudel, et qui est une pièce de plus de 500 pages, qui a été conçue pour volontairement détruire les barrières dramatiques et user de tous les aspects du théâtre afin de proposer une expérience certes injouable, mais qui prend appui sur tout ce que le théâtre a pu proposer en termes d'imaginaire, d'attente et d'habitude. Le truc, c'est que l'humain étant l'humain, bien sûr que ça a été mis en scène. 11 heures le bousin. Ça veut dire que le Soulier de satin à lui tout seul, c'est l'équivalent d'un festival de théâtre. C'est dingue. Mais ça montre bien qu'on est là dans un extrême et que l'objectif de live n'est qu'une facette, mais pas une obligation. En métal, c'est exactement la même chose. Des albums réputés injouables en live, il y en a. Nombreuses sont les personnes, dont moi, à avoir souligné les prestations très mitigées des groupes Rings of Saturn ou The Faceless. Alors, pour The Faceless, les soucis du leader a entraîné des inconstances de line-up.
Et le haut degré technique rend cette musique difficilement convenable pour du live. Mais dans le cas de Rings of Saturn, dont j'ai déjà parlé en long, en large et en travers, tout est retouché, tout est recalé, et on le sait ça. Et le problème c'est que Lucas Mann s'accompagne de toute une clique informatique qui va jouer en backup durant le concert. En soi, il a le droit de faire ça, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est pas qu'il utilise des outils électro, c'est qu'il se place en artiste légitime, qui sait jouer ce qu'il propose. Sauf que ce n'est pas le cas. Je me permets d'enfoncer le clou, mais Lucas Mann se présente comme un artiste authentique, un mec qui sait jouer. En fait, il ne va jouer sur album que ce qu'il sait jouer pour de vrai. Sauf que c'est faux. Donc encore une fois, c'est pas tant le fait d'être pumpé en électro, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il mente. Il ment à son public, il ment aussi sur les attentes. En disant, non mais moi je me retouche pas, je joue la guitare vraiment nature peinture. Sauf que sur album t'entends que c'est pas possible, et en live tu vois bien qu'il tient pas. Il y a plusieurs de ses solos en fait, c'est l'ordi qui le joue, c'est pas lui. Donc c'est pas tout ce, je veux dire, décorum, discours de ouais moi je suis un vrai guitariste, moi je sais jouer ça. Non, en vrai, c'est bon, tu dis, tu assumes ta position, mais c'est vrai que c'est délicat, on y reviendra plus tard, ça paraît déjà mieux. Mais bon. Ce que je disais ici, en fait, c'est que si il assumait l'appui électro, les gens en auraient moins fait une affaire. Et, comme on dit souvent dans la chaîne, assume. Et je vais me permettre ici un petit aparté. Les personnes orientées rockisme ont des attentes très précises pour situer la légitimité d'un groupe. Jouer en groupe déjà. Jouer en live, ne pas avoir d'appui électronique, que tout soit fait avec des instruments et à la main. En gros, tout ça, c'est avoir une expérience roots, véritable. Mais que signifie réellement ce mot véritable? Après tout, comme on l'a vu, un tube aussi simple que À tout le monde est blindé d'effets. Tu prends la démo, tu vois bien que la voix de Dave Mustaine n'est pas aussi pumpée que dans la version finale. Si on prend James Hetfield dans un morceau dépouillé tel que Nothing Else Matters, sa voix a des effets de reverb et est amplifiée. Toute guitare dans le métal est saturée puis compressée. Le son n'est pas naturel, il connaît des modifications. Et la question qu'on peut se poser c'est, à quel degré ces modifications deviennent acceptables ou non? Ça veut dire que cette question de l'authenticité, du côté véritable, elle est un petit peu, j'ai envie de dire, fonction des attentes de chacun. Après tout, le growl naturel est simplement dégueulasse. Écouter des démos bien raw, bien directes de Brutal Death, c'est immonde. Sans aucun traitement sur la voix, un growl, ça sonne mal. Et j'ai envie de dire, même dans le grindcore le plus putride, les chants ont du pitch shifter pour faire le bruit de shot débouché. Donc même quelque chose aussi punk et jusqu'au boutiste que le grindcore, tu as une modification pour que la voix puisse rendre ce côté vraiment dégueulasse. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'authenticité du son, faisons aparté dans un aparté. Qu'est-ce que ça signifie, l'authenticité? Parce que la musique, c'est un art abstrait par excellence. Comme il ne prend pas appui sur de la figuration du réel, que signifie cette authenticité brandie en étendard? Ce serait la musique acoustique qui sera alors la plus pure, la moins trafiquée? Dans ce cas, le métal botte complètement en touche, puisqu'il n'est pas vraiment acoustique. Ainsi, on peut poser une autre question. Que signifie être métal? Si je vous sors par exemple du Impious, vous entendrez que ça sonne super métal, ça déborde de métallitude. Pourtant, cet album Terror Succeeds est un oublié, personne n'en parle, alors qu'il pourrait être brandi comme un exemple de disque à 1000% métal. Mais être métal, même Chuck Schuldiner se contredit dans cette question, car il s'est farouchement opposé à Kelly Schaefer, leader d'Athéiste, quand ce dernier expliquait à Chuck son souhait de mélanger jazz et métal
pour l'album Piece of Time. Schuldiner s'est enflammé contre Kelly Schaefer, estimant que mettre du jazz dans le métal, ça viendrait ternir la pureté du métal après une décennie de glam et de starification qui ont détruit le rock. C'est fort ça quand même, hein. Nous avons Schuldiner, qui est un grand fan de Kiss et qui affirme que le glam a tué la pureté du métal. Premièrement. Ensuite, nous avons Schuldiner, qui s'est opposé au mélange jazz et métal sous prétexte que ce n'est pas authentique, alors que c'est ce même Schuldiner qui a composé Individual Thought Patterns et Symbolic, qui déborde de plans de jazz. De plus, il a lui-même subi une opposition des fans à la sortie de The Sound of Perseverance, justement car ce disque sort du métal traditionnel et authentique, notamment avec sa reprise de Painkiller, qui démontre bien la volonté de Chuck de détruire les limites du métal. Donc c'est quand même fort de café, hein. Le gars, il parlait de la pureté du métal, et lui-même a subi les foudres des gens qui défendent la pureté du métal. Et si vous voulez les références de ce que je dis là, c'est dans le podcast Piece of Time entre Kelly Schaefer d'Athéiste et Paul Masvidal de Cynic. Le lien est dans la description avec le timecode où on est à peu près sur la question de Schuldiner. Et avec tout ça, on voit bien que l'authenticité a bon dos. De ce fait, on doit parler ici du lien avec les attentes personnelles. Cette authenticité, qui est défendue par bon nombre de personnes et même des musiciens, semble se mêler à nos propres préférences, à notre vision de la musique, laquelle est corrélée à notre éducation, notre cheminement au sein de la culture musicale et des rencontres qu'on a faites. Si on aime aller en concert et voir un groupe porter les instruments et jouer, c'est sûr que la vision de quelqu'un derrière les platines ne répond pas à cette attente. Même si l'art du mix en live et le DJing réclament un haut degré technique. Et pour vous le prouver, je vous conseille très fortement d'aller voir le documentaire Arte sur Mehdi, le fameux DJ qui a métamorphosé le paysage musical français, à tel point qu'il a même créé un style de musique à part entière en mélangeant des instrus funk et de la musique traditionnelle arabe. Et si vous allez voir ce documentaire, vraiment, vous aurez un tout autre regard sur la pratique du DJing. Et si vous venez me dire, Mehdi, ok, mais les autres là, ils font pas d'efforts. Non, vraiment. Je vais reprendre un peu une phrase de The Doom Dad. Si vous sortez ce genre d'argumentaire, moi je vous dis, vous valez mieux que ça. Car en disant, Mehdi ça passe, mais les autres DJs des flemmards, vous sortez ici l'argument que balancent tous les opposants du métal quand on leur présente un groupe qui a des références savantes ou jazz. Donc non, ne faites pas ce genre de discours s'il vous plaît, parce que, encore une fois, voilà, des gens qui vont dire que le métal, non, c'est que du cri, tout ça, quand tu leur parles de jazz metal, oui, alors eux ça va, mais alors les autres c'est nul. Non, pas ce genre d'argument ici, ça ne relève pas le niveau. En tout cas, pour revenir au sujet de la vidéo, moi, je n'ai aucun mal à avoir des pistes électro, voire un album totalement synthétique dans le métal. Puisque, par exemple, Ascension Code de Cynic, vu l'ingénierie du son et la production value de cet album, c'est considéré comme un album d'électro en fait. La multiplicité des pistes et la façon dont justement toutes ces couches viennent créer des arrangements incroyables. Dans Ascension Codes, on est à la frontière des genres et c'est justement ça qui rend cet album monumental et qui pour moi fait date dans l'histoire du métal. Pourtant c'est en 2021, mais honnêtement c'est un album qui est déterminant. Mais, je disais, des éléments synthétiques dans le métal, ça me gêne pas. Mais parce que mon parcours est peut-être différent du vôtre. Comme on l'a vu, la limite de où est la pureté du son, elle est floue. Le chant de base au métal, dans le métal, le chant est retouché. Les guitares sont poussées à bloc, tout est amplifié. Ensuite, il y a le fait que moi j'écoute énormément de groupes qui ne tournent jamais, soit par choix, soit car ils ne passent pas en France, soit parce que le groupe n'existe plus. On peut prendre Étrange, dont je parle plusieurs fois sur la chaîne, eux, ils ne tournent pas, tout simplement. Death, c'est fini. Et ceux qui me disent Death to All, c'est autre chose. Sans Schuldiner, c'est pas pareil. Je pourrais aussi parler de Control Denied, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire vu que c'est Schuldiner. Donc Control Denied n'aura jamais. Voilà. Il y a aussi que j'ai essentiellement une écoute à la maison. Je peux ainsi faire mon propre fest dans mon fauteuil et profiter de mes albums. Jouer en live ou pas, pour moi le résultat est le même.
de la musique sort de mes haut-parleurs. Mais bordel à cul, môme! Tu parles de personnes qui ne sont pas artistes! Quand ça ne marche pas, c'est que ce sont des branleurs qui viennent jouer les icônes! Laissez faire les pros! Et pour ça, faites confiance au métal! Il n'y a que le métal pour fournir des productions de qualité, car réalisées par des gens de bon goût. Normal, ils partagent nos goûts, nos valeurs, ils nous comprennent, ils sont forcément du bon côté. Mais est-ce qu'il y en a encore qui croient premier degré que le métal, c'est le temple du bon goût et de la finesse? Non, parce que quand même, le rock, historiquement, c'est le genre musical des underdogs. Ce sont les Afro-Américains qui ont débuté avec une musique jugée déviante et qui bousculait les codes. Il a fallu qu'Elvis Presley montre aux Blancs que ça va, c'est cool, pour que l'opinion de l'élite change. C'est la même avec le jazz en fait. Étymologiquement, jazz, ça veut dire merde. L'élite aristocratique blanche jugeait la musique afro de merde. Mais quand l'intelligentsia s'est réapproprié le jazz, c'est devenu quelque chose d'acceptable, voire de noble, de péteux. Si ce que je vous dis là vous ennuie, je suis désolé, mais c'est l'histoire de la musique. Il y a conflit entre l'élite dite savante et protectrice et le peuple qui a construit sa culture en marge de cette élite. Et le métal n'est pas une exception. Initialement, Tommy Yomi de Black Sabbath a contourné la contrainte de son handicap car la perte de phalange l'a fait jouer différemment, donnant ainsi un son caractéristique. Et ce son, à la base, c'était jugé comme une faute de goût. Et c'est pourtant ça qui a donné un des socles du métal. Et que la faute de goût devienne spécificité, c'est un élément qu'on retrouve partout ailleurs. Les saillies hyper aigus dans le heavy metal, qui ont aussi été utilisés dans le thrash metal, pour certains c'est juste pas possible. C'est une faute de goût. Et pourtant, c'est une base. Elle est utilisée régulièrement, voire c'est ce que certains cherchent. Je ne vais même pas parler du growl et du shriek, donc le growl c'est plus death metal, le shriek plus black metal, qui en font vriller plus d'un. Et que dire des synthétiseurs dans le black metal? Oh, vaste sujet ça. Je pourrais même remettre le verso de Stormlord de Supreme Art of War, où il se galvanise d'être authentique, de pas avoir de boîte à rythme et tout. Mais bon, le synthé dans le black metal, c'est tout un délire, hein. Parce qu'il y en a beaucoup pour dire, ouais, mais ça c'est pas du vrai black metal, c'est pas roots, ah, c'est du black trop facile et tout, ouais, mais du synthé, c'est pas les origines. Mais bon, de vous à moi, hein. Pour que l'album Anthems to the Waking at Dusk devienne un classique, c'est qu'il a fallu un temps et des discours critiques pour mettre en avant que le synthé, c'est tout sauf une faute de goût. Donc là, on voit bien que ça veut dire quoi, les fautes de goût? Puisque, encore une fois, ce qui est brandi pour certains comme des erreurs manifestes ne pas commettre, c'est justement l'élément qui va rendre l'album unique, singulier et intéressant. Donc, on peut poser cette question. De toute façon, que signifie le bon goût? Quand on parle de bon goût, on est encore dans une vision bourgeoise. On calque les attentes de l'élite. Quand on joue les gatekeepers, on se fait gardien de ce supposé bon goût. Alors je pourrais aussi reparler du 3615 Usul sur le bon goût justement, mais on va rester dans le sujet, hein. Le métal joue avec cette notion de bon goût. Il s'approprie aussi bien le bon que le mauvais goût, pour proposer des expériences qui vont attirer, ou au contraire, interroger et faire réagir. Prenons par exemple le Spheres de Pestilence. Si les 3 premiers albums du groupe ont exploré à partir du thrash pour peu à peu suivre l'évolution vers le death technique, il faut bien comprendre que Spheres a été jugé comme un album abominable, au son désastreux et aux tentatives très maladroites et... Oh, bah qu'est-ce que tu fais là toi? Et oui, cet album que j'ai détesté pendant des années, je l'ai redécouvert en 2021 et chemin faisant, il s'avère que depuis un mois, je suis obsédé par ce Spheres. Pourtant, c'est rempli de fautes de goût. La preuve en est que cet album divise énormément. Mamélie s'est approprié la Roland GR50, un synthétiseur pour guitare. Et alors, c'est festival, on flirte avec le kitsch. Mais le métal se doit aussi de bousculer nos attentes. Et, qu'on le veuille ou non, cet album est justement devenu culte pour ses fautes de goût, pour son aspect pas du tout génial. Pessimiste, le groupe de prog tchèque dont j'ai parlé dans le métal pour la rentrée, s'est fortement appuyé sur ce disque. Et beaucoup de groupes de tech et de prog
ont salué la tentative de Mameli dans ce Spheres. De toute façon, en 1993, il y avait aussi le Focus de Cynic, album qui a autant divisé et qui est pourtant devenu une référence du métal singulier au fil des années. Après, évidemment, on peut ne pas comprendre une œuvre. Je ne vais pas cacher que j'ai longtemps trouvé le Spheres de Pestilence comme étant une bouse, quelque chose de mal fait. J'étais passé à côté, et mieux vaut être honnête et dire que ça nous passe au-dessus, plutôt que d'imposer notre avis comme jugement péremptoire. Et je sais que c'est difficile, puisque moi-même, je m'efforce d'aller contre ce tempérament qui vient assez vite. Mais il serait bon de garder à l'esprit qu'il est facile de confondre avis subjectif et jugement que l'on impose. C'est pour ça que, de mon côté, je m'efforce en vidéo de problématiser mon contenu, d'en dégager un axe de réflexion afin d'aller plus loin que la simple chronique personnelle. Mais à force d'écouter du tech et du prog, m'en oublie l'essentiel. C'est qu'il parle là de Metalhead. Même quand c'est raté, ça reste du métal. Et ça, on aime. Au moins dans le métal, on explore, on cherche, on tente. On ne répond pas aux sirènes de la facilité. On navigue dans les eaux tumultueuses parce que nous, on est des pirates. On ose faire des choses. Pour répondre à ce mythe de l'apparente simplicité, revenons en termes de composition et de production. Il est souvent dénoncé des musiques très populaires ou de la musique synthétisée que c'est trop facile. Après tout, faire de la musique électronique n'impliquerait pas un haut degré technique puisqu'un ordinateur suffit. Alors déjà, cet argument est caduc pour une raison très simple. À ce compte-là, on peut dire qu'écrire un roman, ma foi, ce n'est pas technique. Pour rédiger, il y a juste besoin de taper sur son clavier, pas besoin d'une dextérité particulière. Pourtant, peut-on comparer jouer un instrument et rédiger un roman? Non, car il y a bien des exercices pour entraîner sa plume, et cela requiert aussi une haute régularité ainsi qu'une profonde rigueur. Sans discipline, écrire un roman est très difficile. Mais il faut aussi se méfier d'un autre effet. Si quelque chose a l'air simple, il ne faut pas croire que ça l'est pour autant. On parlait de Megadeth, cet album a l'air simple, mais il ne l'est pas du tout. C'est une apparente simplicité. Et encore une fois, le documentaire, enfin pas le documentaire, mais la vidéo dont je parlais, qui retrace un petit peu la composition de Euthanasia, c'est en description, n'hésitez pas à aller voir. Mais on peut prendre aussi James Hetfield, encore une fois. On peut penser que les riffs de Metallica sont simples. Pour autant, Hetfield est reconnu comme étant un guitariste extrêmement précis. Donc, sous l'apparente facilité des morceaux de Metallica, il y a une expertise qui est reconnue. Maintenant, prenons un DJ. Par pitié, si vous ne connaissez pas l'art du sampling et de la création durant une session mix, ne venez pas commenter l'art du DJing. Si vous n'avez aucune idée de comment fonctionne une platine et un échantillonneur, ou un sampler, il est malhonnête de prétendre que ce n'est pas de la musique légitime car trop facile. Gardons à l'esprit que c'est justement quand quelque chose a l'air simple qu'il faut se méfier. Une personne experte donnera l'illusion que son art est terriblement accessible. Combien de fois peut-on être surpris lorsque, sans expérience, nous découvrons une pratique qui nous fait envie, et dès qu'on met les pieds à l'étrier, on se mange un immense mur technique qu'on ne soupçonnait pas. Encore une fois, on parlait de l'art du DJing, mais si vous mettez une platine DJ à n'importe qui, c'est pas sûr qu'il en sorte quelque chose de très bien, c'est même impossible. Il faut savoir ce qu'on fait avec une telle machine. Ça ne s'improvise pas, ça demande de l'apprentissage. Alors, c'est sûr, si on a une vision rockiste, alors rockiste dans le sens rockism, je mets aussi une vidéo en description, c'est une vidéo en anglais, qui parle justement de la posture rockiste dans le milieu de la musique. Mais c'est sûr que si on a une vision de la musique que l'on joue avec un instrument, eh bien, voir une platine, ça peut surprendre. Mais en réalité, la platine, tu vas justement avoir plusieurs morceaux, plusieurs musiques, tu vas extraire des morceaux et tu vas les moduler, les modifier. Tu vas traiter le son en live. C'est-à-dire une session mix, c'est pas juste quelqu'un qui appuie sur play et ça balance la musique. Non, il va composer en live. Et justement, je parlais de documentaire sur Mehdi. Mehdi, il tournait avec 113 notamment, donc le groupe de rap 113, et les instrus, il les faisait en live. Ce qui fait qu'il pouvait moduler ses instrus selon l'intensité du moment, pour apporter une expérience différente que sur CD. Donc, encore une fois, l'art du sampling, c'est pas de la merde. Et justement,
récupérer comme ça, aller diguer des échantillons de musique qui sont plus connus pour les moduler, les modifier, les intégrer par exemple dans de la funk pour créer un nouvel espace musical, oui c'est de la création. Et si on en est à critiquer le sampling en général, dire le collage en tant qu'art, c'est reconnu en tant qu'art. Donc il faut arrêter de dire que l'art du sampling et du DJing ne sont pas de la musique. Ça peut ne pas vous plaire, ou vous pouvez ne pas comprendre les tenants et aboutissants, mais il faut avoir l'honnêteté de le dire. L'honnêteté de dire, ça je comprends pas, c'est pas pour moi, plutôt que d'apposer un jugement péremptoire sur une musique qu'on ne maîtrise pas. Voilà, je vais faire une parenthèse. Parce que, au-delà de tout ça, il y a le fait que quand on voit un DJ, ou quand on écoute une musique populaire ou électro, on peut se dire, ouais mais ça a l'air facile, ok. Mais il ne faut pas confondre apparente simplicité et simplicité par paresse. Dans le premier cas, de l'apparente simplicité, non. Ce n'est pas de la facilité pour faire de la thune efficace. La recherche d'efficacité, justement, est tout aussi exigeante que la recherche purement technique. Je reprends l'exemple de Mehdi, qui passait des heures à trouver la note juste ou le sample idéal pour parfaire l'ambiance de son instru. Vous dites que le vocodeur, c'est une pirouette facile? Bah écoutez Focus. Dans Focus de Cynic, le vocodeur ne devait pas être là. Mais il a fallu dépasser l'extinction de voix de Masvidal qu'il a eu avant d'entrer en studio. Ils se sont appropriés cette contrainte de la voix pour le dépasser par d'autres moyens. Donc le vocodeur dans le Focus de Cynic, c'est tout comme le son particulier de Tommy Yomi dans Black Sabbath. Tommy Yomi avait une particularité de la main et il a fallu trouver des astuces pour jouer la guitare autrement, et ce qui a donné ce son particulier. Et bien Focus c'est pareil, Masvidal ne pouvait pas chanter, le vocodeur donne cette texture, ce côté robotique qui est toute la spécificité de Focus. Et pareil pour l'autotune. Écoutez le Sibion de Calisia, eh bien oui, il y a de l'autotune et vous n'entendez même pas. Mais il est là ponctuellement pour générer une voix robotique. Le souci n'est pas tant l'outil que sa façon d'être employée. User d'une méthode à l'aveugle ou par automatisme, oui, c'est de la paresse. Mais user d'un moyen, sciemment, dans une intention particulière, intention que vous aimiez ou non, c'est un choix tranché. Et, je le rappelle, initialement, le métal est affaire d'extrême artistique. De plus, on peut aussi avoir de la création paresseuse dans le métal. Quand Archspire... Non, vous inquiétez pas, je vais pas dire le mal d'Archspire. Vous pouvez rester là, reste tranquille. Quand Archspire a commencé à devenir une sensation, combien sont les groupes qui ont copié leur tic de production? Quand le slam deathcore est devenu une tendance dans les années 2010, combien d'artistes se sont alignés sur cette scène? On peut aussi causer de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors que le métal cherche à se placer en underdog, combien d'artistes sont tombés les deux pieds dans l'IA par facilité? En fait, tous les arguments pour dénigrer une musique qui est autre que métal, on peut les réutiliser premier degré pour le métal justement. Enfin un petit résumé. La pop n'utilise pas de vrais instruments? Le métal peut également synthétiser ces instruments. En pop comme en métal, le souci est l'utilisation qu'on en fait. Car en métal, de toute façon, le son est manipulé, transformé, métamorphosé. La pop n'est pas inspirée et fait dans la facilité? On vient de le dire. Combien de groupes de métal se contentent de repomper la même formule? On a même des groupes qui sont fiers d'être des revivals, donc de copier un savoir-faire à l'ancienne. Mais vous noterez qu'il y a des bons revivals, parce qu'ils apportent des éléments qui n'existaient pas auparavant. J'avais plein d'exemples comme ça, je les mets ici justement sur le côté, mais tous ces albums que je mets là, c'est justement des revivals d'un genre à l'ancienne, mais ils ajoutent un petit twist, un petit supplément qui ne se faisait pas à l'époque. Et bien en pop, c'est pareil. Certains utilisent une recette pour la moduler, la transformer et apporter quelque chose de novateur. L'électro, c'est trop facile. Mais renseignez-vous sur l'art du DJing. C'est pas juste appuyer sur un bouton comme j'ai déjà dit. C'est moduler, modifier plusieurs pistes son en plein live. Et si pour vous, ceci n'est pas une pratique musicale,
eh bien vous êtes là dans une posture de position justement, mais pas dans une définition. Vous imposez vos attentes personnelles en vérité arbitraire. Vous tordez le subjectif en objectif. Et c'est justement sur ça que nous allons conclure cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous l'avez remarqué, j'ai fait un petit format hybride, un petit peu monté, un petit peu à l'ancienne one-shot. N'hésitez pas à débattre, à réagir en commentaire de tout ce que j'ai pu dire, à donner votre avis sur la vidéo en tant que telle, et bien sûr tout en restant poli, bien entendu. N'oubliez pas non plus aussi le partage, le like, l'abonnement. La chaîne est vraiment mise sous les radars de YouTube. On va dire que je suis un peu shadowban, tout simplement parce que comme je suis une chaîne ancienne qui ne décolle toujours pas, et bien YouTube me fait gentiment comprendre que soit je dois faire un max de shorts et m'aligner sur la tendance actuelle, soit penser à autre chose. Sauf que non, moi je veux continuer mon contenu qui me plaît bien, et je veux aussi que mon contenu ait un reach maximum. Donc encore une fois, n'hésitez pas à réagir, à partager, à liker et compagnie. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur YouTube ou un rendez-vous sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao. Oh mais putain, attends, tu vas pas couper la vidéo maintenant? Et les viewers qui voulaient Gros Furo TV, ils veulent quand même dire au revoir à leur vrai youtubeur, le vrai média qui parle de true metal. Allez, souvenez-vous, écoutez la musique à fond, déchirez-vous. Live fast, die young, à la prochaine, ciao!